le milieu des tutelles congréganistes. Et c'est vrai que c'est un petit défi de temps de participer à l'équipe de l'ACE et en même temps, c'est une grande joie parce que ça me permet, voilà, encore une fois, de poursuivre cette synthèse d'expérience, de rencontrer, de partager, de s'éclairer mutuellement dans la réflexion. Et finalement, je trouve que c'est ça qui est important dans la vie et qu'on ne se suffit pas à soi-même et ce qu'on s'apporte les uns les autres nous aide à grandir chacun. Alors c'est bien dans cet esprit que je vous propose de vivre ces 2 jours. Hein. C'est certainement pas dans la certitude que j'ai toutes les clés, toutes les réponses et toutes les organisations dans ma tête. C'est vraiment dans le but, peut-être, en écoutant Michel, je me disais, c'est intéressant cette question de bonne nouvelle, enfin d'annoncer quelque chose. C'est peut-être dans l'esprit de vous permettre de boire à vos propres sources. Peut-être que c'est une session qui va vous servir un peu de temps spirituel aussi, de pause spirituelle, de pause intérieure, et qui va vous permettre d'être en contact avec le plus profond de vos charismes et de vous-même. Et c'est vous qui allez faire le travail, pas moi. Hein. Finalement, ce que je vais proposer, c'est le prétexte au cheminement, mais ça sera à vous de faire la synthèse. Voilà. Vous avez reçu le programme de la session, je ne vais pas le redétailler. Hein. C'est vrai que le titre est Une tutelle pour innover. Au cœur de l'exercice, la responsabilité de la formation, de l'animation du réseau, sachant que dans tout cela, ce qui est le moteur, c'est le charisme. Et donc, avant de parler d'innovation, on va un peu parler de charisme, de retour aux sources. Et on ira cet après-midi sur le thème d'innovation. Et puis peut-être que demain, la journée sera un tout petit peu plus particulière. Je vous en parlerai un peu, notamment le temps de demain après-midi. Demain, on travaillera plus sur les postures qui permettent une innovation, qui permettent la créativité. Et le matin, je partagerai un travail que j'avais fait en pédagogie autour de la pédagogie du désir, mais qui concerne aussi une pédagogie du management finalement ou du leadership. Et puis l'après-midi, je vous proposerai un temps de synthèse un tout petit peu original, mais je ne m'en dis pas plus, je vous en parlerai soit en fin de journée aujourd'hui, soit demain matin. Alors, on va entrer dans le premier temps de notre matinée. Et pour introduire ce premier temps, je voulais faire un ou deux petits rappels sur ce qu'est un charisme. En tout cas, les questions qui se posent autour de la question de charisme. Parce que bien heureux celui qui sait le définir. Hein, on en a, pour ma part, ça fait 10 ans que j'en parle depuis que je baigne dans les réseaux de tutelle. C'est une question que je porte et je pense qu'on n'a jamais fini de le définir. Ce que je vais vous présenter là, c'est le fruit justement d'un travail intercongrégation qu'on avait fait avec l'Unifoc il y a maintenant un certain nombre d'années à Bordeaux, où chacun de nous, responsables de formation, avait partagé un peu l'origine du charisme de sa congrégation et on en était venu à une vision un peu synthétique qui nous permettait d'aborder le charisme comme source. Et c'est un peu le fruit de ce travail-là que je vous partage. Alors, il y a une manière de voir la transmission du charisme, je suis sûre qu'elle va vous plaire tout de suite quand je vais afficher la diapo, qui serait celle-là. Vous voyez que dans cette représentation-là, hein, on aurait Dieu qui est à la source d'une pensée, qui la transmet à un fondateur, qui la transmet à des religieux parce qu'il a fondé un ordre, et qui la transmet à des laïcs. Et vous voyez que sur ce schéma, bon, désolé, j'ai choisi le violet pour représenter le charisme, c'est peut-être par tendance spontanée de l'Assomption. Vous voyez que sur cette diapo-là, plus on descend, moins le charisme est fort, hein, moins la couleur du charisme est fort. C'est-à-dire que le charisme se transmettrait de manière verticale depuis le fondateur à partir du Christ jusqu'au laïc en diminuant à chaque étape de transmission. Et de fait, le charisme, dans ces cas-là, serait presque comme un cadre. Hein, et les laïcs qui sont au service d'un charisme ou qui vivent dans un réseau seraient chargés de maintenir ce cadre, souvent chapeauté par des religieux. Alors évidemment,
je vois pas toutes vos têtes, mais je vois bien que si je vous demandais de noter ce schéma sur 1 sur 10, on lui donnerait peut-être pas plus que 1,5, hein, ou peut-être 1. Mais je le montre parce que je pense qu'il y a beaucoup de réflexes dans nos réseaux qui sont des émanations de ce schéma. Et donc, certes, sur le papier et en conviction profonde et en philosophie et en vision, la plupart d'entre nous, heureusement, ne partagent pas ce schéma et ne souhaitent pas le vivre. Et en même temps, ça m'amuse beaucoup parfois de compter le nombre de réflexes qu'on a et qui entreraient dans ce schéma. Je vous donne des petits exemples. Peut-être qu'à un moment de la session, vous pourrez en trouver d'autres pour votre réseau. Mais nous sommes en conseil de tutelle et on va commencer le temps de prière du conseil de tutelle. Et c'est systématiquement la religieuse ou le religieux qui est là qui anime le temps de prière. On est dans une formation. Dans cette formation, il y a une partie professionnelle et une partie charisme. On sépare bien les deux. Et c'est toujours le religieux qui raconte la vie du fondateur. Je suis délégué de tutelle, laïque, ou religieux, et je me considère comme celui qui doit contrôler que tout le monde soit dans le cadre du charisme. Voilà. Évidemment, c'est des petites choses, plus ou moins grandes d'ailleurs, c'est les exemples que j'ai donnés, mais vous voyez qu'on est dans une conception qui se traduit dans des actes très précis et parfois on peut suggérer cette conception-là sans vouloir la vivre. Le problème de cette conception, selon moi, c'est que le charisme, dans cette conception, est un paquet qui a été donné par le fondateur à ses premiers successeurs, qu'on considère comme un paquet terminé, un cadeau, emballé, et qu'il faut se passer, surtout, sans le dénaturer, mais sans le transformer, parce qu'il a été donné une fois pour toutes. Alors, je ne suis pas du tout dans cette vision-là du charisme, et dans les 2 jours qui viennent, j'espère que je vous aiderai à partager ma vision. En tout cas, ça vous donnera la clé pour comprendre ce que je vais dire dans les 2 jours qui viennent et comprendre que je ne suis pas là. Évidemment, derrière cette vision du charisme, il y a une vision ecclésiale. On ne peut pas s'en cacher, qui correspondrait à une vision très pyramidale aussi. Et donc, voilà la vision ecclésiale pré-Vatican II qu'on pourrait, qu'on épouse quand on épouse ce genre de choses. Alors, ma vision, elle repose sur une autre vision ecclésiale, qui est celle de l'Église communion. Dans l'Église communion, on considère que tous boivent à la même source, le Christ. Et il ne faut pas du tout se tromper de source. La source, c'est bien le Christ. Et donc, le prêtre, l'évêque, le fondateur, le laïc, le religieux, tous boivent à la même source qui est centrale, qui est le Christ. Ils en reçoivent tous la plénitude et ils en sont tous pleinement responsables. Dans cette vision-là, si on reprend la question du charisme, on va arriver à une vision plus dynamique. Et quand on avait eu cet échange entre congrégations, on s'était rendu compte finalement que chacun de nos charismes était l'émanation d'une expérience humaine, d'une expérience spirituelle et d'un contexte qui était celui de notre fondateur, de notre fondatrice. Et que cette expérience humaine personnelle, cette expérience spirituelle personnelle et ce contexte dans lequel vivait le fondateur ou la fondatrice lui avait donné la capacité de trouver une réponse adaptée à un besoin, à un appel de son temps. Et on est bien sur une réponse adaptée, pas sur la réponse adaptée. Parce que cette personne avait bien une expérience qui déterminait sa réponse. Et donc, une des réponses possibles à un des besoins de son temps. Et que ces éléments-là, une expérience humaine, une expérience spirituelle et un contexte, nous aident à déterminer ce qu'est un charisme. Ce qu'est le charisme dont nous sommes héritiers. Je reviendrai longuement sur cette question pendant les 2 jours.
C'est ce qui fait, par exemple, que deux fondateurs comme Marie-Eugénie de Jésus, fondatrice des Religieuses de l'Assomption, et le fondateur des Maristes, des frères Maristes, vont fonder la même année, l'un pour un certain type de société, l'autre pour la campagne et un autre type de société. C'est pas que l'un a raison, l'autre a tort, c'est qu'ils ont une expérience humaine, spirituelle et un contexte de vie différent, et donc ils vont apporter à la lumière de cette expérience une réponse différente, complémentaire. Alors si je pars de ce principe que le charisme est l'expression de ces trois dimensions, alors aujourd'hui, je dois considérer que nous sommes dans de nouveaux contextes, nous sommes avec d'autres expériences spirituelles et d'autres expériences humaines. Et que chacun d'entre nous vit dans un contexte avec une expérience spirituelle, une expérience humaine, de même que les personnes avec qui nous travaillons. Et que donc, il nous appartient, à partir de l'intuition fondatrice, de relire nos expériences et de les intégrer pour trouver une réponse adaptée et aux besoins et aux appels de notre temps. C'est ce qui fait, pour ceux qui le savent, vous pouvez déjà y penser, pour ceux qui ne le savent pas, vous pourrez demander aux congrégations avec lesquelles vous travaillez, c'est ce qui fait que parfois, même la forme de mission, par exemple, peut changer au cours des temps. Parce que le contexte a changé. Ou des congrégations, par exemple, qui ont été fondées en Europe, dans un contexte européen, quand elles vont s'élargir à d'autres continents, vont bien sûr trouver d'autres réponses au contexte qu'elles vont rejoindre. Et c'est ce qu'on va appeler l'actualisation du charisme. L'actualisation du charisme dont nous sommes tous responsables, comme personnes missionnées dans une congrégation donnée. Cette actualisation du charisme et cette vision-là sous-entend exactement le contraire de ce que j'ai dit dans la première vision, que le charisme n'est pas un paquet ficelé qu'on doit se transmettre tel quel de main en main et qui va engendrer que plus on transmet, plus on perd un peu parce qu'on ne peut jamais transmettre l'intégralité. Cette vision-là, elle s'inscrit dans une vision du charisme comme quelque chose qui est vivant et comme tout organisme qui peut vivre des transformations. Pas des transformations d'essence, mais des transformations dans sa forme et dans son expression. Alors évidemment, cette actualisation, et c'est bien l'enjeu de tout ce qu'on va faire pendant 2 jours, elle ne va pouvoir se faire à la lumière de l'esprit que si on revient aux sources en permanence, justement, si on garde l'essence et si on la connaît, cette essence. Et en fait, au fond, d'essence, il n'y en a qu'une, c'est le Christ. C'est-à-dire, de source en source, on va revenir à la source évangélique. Dans cette vision-là, le charisme n'est plus un cadre, mais c'est un souffle. Et donc, comme délégué de tutelle, comme autorité de tutelle, comme sœur d'une congrégation, je vais être responsable d'entretenir le souffle, de le faire vivre en d'autres. Et c'est bien ça qui va donner sens à toutes mes actions, y compris des actions qui vont être à un moment des actions de contrôle ou professionnelles. Ce qui va donner sens, c'est le désir de partager cette source comme un souffle qui va animer les choix d'aujourd'hui. Alors, on y reviendra plus précisément cet après-midi sur cette articulation-là, mais vous voyez bien que ça va être ça le moteur de l'innovation. Mais on y reviendra plus précisément. Dans cette perspective, vous avez bien compris que tous sont responsables du charisme et de son actualisation. Et on peut dire, j'aime bien ce proverbe africain que nos sœurs d'Afrique de l'Ouest nous partagent assez souvent, d'Afrique de l'Est, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Ça se dit Ubuntu, ça se dit en une parole, c'est un concept
hérité de nos sœurs d'Afrique et de la terre d'Afrique, de la culture africaine. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à ce que nous sommes tous. C'est un peu ce que je disais en me présentant. Hein. Ce que je suis aujourd'hui, je l'ai aussi reçu de ce que j'ai vécu avec d'autres. Et ce qu'est le charisme aujourd'hui, il l'est grâce à ce que nous sommes tous, au service de ce charisme. Et pour ma part, au risque d'être un peu polémique, quand je parle du charisme, je préfère toujours parler d'expérience et de partage du charisme plutôt que de transmission. Non pas que je ne crois pas à la transmission, mais parce que justement, j'aime bien souligner le fait que le charisme n'est pas un transmissible tout fait. Et donc, je vais devoir partager ce charisme pour que d'autres s'en saisissent, en fassent autre chose, peut-être, en tout cas le prolongent. Et je vais devoir partager mon expérience du charisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de partager mon discours sur le charisme. Je vous donnerai des exemples par la suite. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je voudrais juste vous proposer 2 minutes d'arrêt, de pause sur image, c'est le cas de le dire. Vous voyez qu'il y a des images qui s'affichent. J'ai parlé de source, j'ai parlé de souffle, on pourrait parler de sel, on pourrait parler de feu, on pourrait parler de pain, de semences. Le charisme peut revêtir l'aspect de différents symboles suivant notre sensibilité. Je vous propose juste, pendant 2 minutes, de prendre un temps intérieur pour vous dire, mais pour moi, le charisme, quel est le symbole qui évoque le charisme dans ceux qui sont affichés ou un autre auquel je pense et qui me vient. Et puis, si vous voulez, quand je le dirai, chacun pourra juste dire en un mot le symbole. Hein, pas expliquer, mais juste ceux qui le souhaiteront pourront exprimer le symbole auquel ils ont pensé. Donc, on prend ce petit temps. Pour moi, finalement, quelle est l'image qui évoque le charisme ? Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous veut nous partager l'image qui est venue, comme ça, spontanément, sans faire de grands discours. Moi, je veux bien. Moi, je garderais bien l'image de la pâte et du pain, la pâte à pain qui est en train de lever, avec cette idée que le charisme nous travaille aussi de l'intérieur et nous donne voilà, ce souffle et
cette possibilité d'aller vers le monde, puisqu'en fait la pâte elle va gonfler et puis à un moment elle va sortir. Et donc et voilà, cette idée-là, moi, me parle beaucoup. Mais ça a été difficile aussi parce que l'aspect des graines à semer sont aussi assez parlantes, avec un petit focus, moi, sur les mains de celui qui la pétrit aussi et qui arrive à accompagner, à porter, à soutenir. Voilà, il y a toute cette dimension-là. Merci. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire plus ou Julia. moins. Pardon. Vas-y. Sylvie? Pardon. Je rebondis sur ce que vient de dire Julia parce qu'en fait, j'ai choisi la semence justement parce que ça implique un geste humain, donc une volonté de semer, une application. Ces grains vont partout, apparemment sans contrôle, mais peut-être sous le contrôle du vent de l'esprit. Et puis, bah, il y en a beaucoup qui germent et qui perpétuent la vie, en fait. Merci. Marie-Jo? Un cœur qui bat, plus ou moins. Je veux bien. Oui. Très bien. Oui, alors moi, Muriel, donc j'ai choisi aussi la graine, tout simplement parce que ça fait partie effectivement de ma tutelle. Et puis, mais j'avais aussi tendance à penser que la graine n'était qu'un maillon parce qu'elle avait besoin de l'eau, etc., pour que l'arbre grandisse. Donc, c'était un maillon d'une chaîne, voilà. Je veux bien aussi. J'ai eu 30 secondes, enfin pas 30 secondes, 10 secondes d'hésitation. Et j'ai pris, j'allais pas dire contre toute attente, mais si on me l'avait donné comme ça en absolu, j'aurais sans doute pas pensé la pâte à pain parce que elle est discrète, c'est pas super joli. Et puis il faut du temps. Il faut du temps pour qu'elle lève, il faut la laisser lever. Et après, quand elle est levée, quand elle est cuite, eh bien, c'est quelque chose qui nourrit, hein, et qui est indispensable. Voilà, c'est un chemin de quelque chose de discret, qui n'attire pas l'œil, jusqu'à quelque chose d'indispensable. Guido? Oui, alors je pourrais dire par contre la position de la pâte à pain, la pâte à pizza, mais ça c'est un autre débat que je ne veux pas voilà, soulever aujourd'hui, mais c'est plutôt le vent qui fait bouger l'aisselle du moulin à vent. Voilà, pour moi c'est ça l'image que j'intègre. Voilà. Moi, j'avais aussi noté la pâte avec plutôt le levain dans la pâte. Mais j'étais un petit peu embêté parce que je trouvais que le petit panier dans lequel était la petite boule de pain me donnait l'impression qu'il était très circonscrit et assez un peu étriqué. Allez, 3. Moi, j'ai choisi le feu. Je dois dire que je trouve que toutes les images sont des bonnes réponses, j'ai l'impression. Mais le feu, parce qu'il est clair et qu'il réchauffe. Et puis, parce que plus on est près du feu, plus il fait bon. Enfin, après, on peut se brûler, vous me direz, mais je ne vais pas rentrer sur cette image-là. Voilà. Le feu me plaît ce matin. Moi, j'ai choisi l'eau parce que, bien évidemment, ça fait référence à la source et c'est le thème de cette matinée. Mais aussi parce que l'eau ne se maîtrise pas. Voilà, le flot ne se maîtrise pas et en même temps, c'est une force incroyable. Voilà, donc, j'ai envie de dire pratiquement, mais aussi spirituellement. Voilà, donc c'est une force incroyable, ce que ça peut représenter. Moi, j'ai choisi le pain. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur le levain, mais aussi parce que selon les conditions
dans lesquels se passe la préparation d'une fournée de pain selon le temps, la météo, on n'aura jamais tout à fait le même pain. Et c'est aussi un petit peu en référence à ce qu'on a abordé sur le contexte qui fait que ben voilà, ça peut être aussi quelque chose de changeant selon les conditions, mais il y a toujours ce levain dedans. Et puis, comme il y avait de l'eau et du feu et qu'il fallait ça pour faire le pain, je trouvais que ça me permettait d'élargir mon choix d'image. Est-ce que d'autres veulent exprimer ou on peut passer à l'étape suivante? Alors, j'aime bien l'idée que je crois que c'est Christophe qui a souligné, hein, le fait que ce matin, c'est une image qui lui parle, hein, et que peut-être dans quelque temps, une autre image lui parlera. De fait, notre conception du charisme, notre expérience, notre contexte fait aussi qu'une image nous frappe plus qu'une autre. Pour ma part, je me rends bien compte que suivant ce que je suis en train de vivre, c'est une image qui est plus forte que l'autre et qu'elles sont complémentaires de fait. Et que c'est important finalement. Ce petit exercice nous maintient éveillés dans la conscience de ce qu'est le charisme pour nous, de ce qu'il fait en nous, de ce qu'il provoque en nous. Et voilà, c'est peut-être un petit exercice qu'on peut faire de temps en temps. Ce matin, le charisme, c'est quoi pour moi? Et peut-être que notre réponse variera suivant les jours et suivant les circonstances. Alors de fait, l'image qui avait été choisie pour ce matin et mon intervention, c'était celle de la source. Et donc, je vais parler plutôt à partir de cette image-là, mais vous verrez qu'on n'est pas enfermé dans cette image. La question, c'était la question du retour aux sources. Au fond, un retour aux sources, qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là où, effectivement, mon propos va certainement être un peu différent aujourd'hui de celui que j'aurais tenu il y a 4 ans avant d'être archiviste. C'est un peu une synthèse de 2 expériences qui ressort dans cette intervention. Alors, on peut dire, hein, dans une phrase un peu synthétique, que dans nos réseaux qu'on organise, ce qui assure la cohérence du projet, c'est bien la référence commune au charisme fondateur, qui s'enracine lui-même sur l'expérience du Christ. On ne perd pas de vue le schéma de tout à l'heure. Et donc, cette cohérence-là, elle vient bien de ce charisme-là. Je reviendrai assez longuement sur justement comment assurer cette cohérence. Mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est pourquoi cette référence, en fait, au charisme fondateur, elle est importante. Elle était importante parce que finalement, et on voit bien dans le monde d'aujourd'hui, au-delà de la question du charisme, pour développer une identité, il faut être enraciné. L'enracinement est le préalable à l'identité, ou en tout cas est complètement lié à l'identité. Et beaucoup de discours sociologiques reviennent aussi sur ces questions-là, en dehors de nos réflexions dans nos contextes. J'aime beaucoup cette citation sur l'enracinement. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Alors, on pourrait parler des heures de cette citation, mais ce que j'aime dans ce qu'elle souligne, c'est déjà qu'elle définit la racine, pas seulement par le passé, mais aussi par le présent et l'avenir.
il y a des trésors du passé, il y a une participation réelle à l'existence aujourd'hui, et il y a des pressentiments d'avenir. Et tout ça, c'est ce qui nous enracine. Alors, cette définition de l'enracinement, justement, elle nous préserve de ne voir la racine que dans le passé, ou la source que dans l'amont de la rivière. Et puis, il y a des racines que la citation dit naturelles, hein, le lieu, la naissance, la profession, l'entourage, mais elle souligne qu'on peut avoir de multiples racines. Alors, je ne sais pas vous, mais pour ma part, mon expérience, ça a été que la rencontre avec un charisme ou des charismes m'a fait avoir de multiples racines. Même si je dis avec fierté que je suis bordelaise et que mes racines sont dans le vignoble bordelais, sans aucun doute, hein, et dans l'océan qui le longe, en même temps, aujourd'hui, ma racine est dans la vie de ma fondatrice, dans ma congrégation, et comme en plus ma mission est internationale, mes racines sont internationales aussi. Et donc, la question qui nous est renvoyée à travers cette question du charisme, c'est quelles sont mes racines personnelles à travers mon histoire et à travers le charisme que je sers, et quelles sont les racines de mon réseau à travers son histoire et à travers les visages qu'il a aujourd'hui. Et vous voyez que là, on peut varier beaucoup. Je sais que je n'ai pas appris par cœur la liste des réseaux qui sont présents aujourd'hui, mais je sais que parmi vous, certains ont déjà des réseaux un peu internationaux. Il y a déjà des tutelles aujourd'hui qui couvrent des territoires qui sont au-delà du territoire français, par exemple, même dans l'exercice de la tutelle ou même dans les réflexions presque au quotidien. Et donc, voilà, comment on multiplie ces racines, hein, comment on s'incarne dans différentes réalités. Donc, la question du retour aux sources, elle est liée à la question de l'existence, de la connaissance, de l'expression, du contact avec mes racines, hein, et avec nos racines. Et effectivement, on y reviendra demain après-midi dans cette activité un peu originale dont je vous parlais. Les racines, ça permet à un arbre de pousser, hein. Mais à partir de racines souterraines, on a bien de différentes expressions après dans la forme de l'arbre. Ça croise aussi la notion d'histoire. Une histoire qui est comprise non pas comme seulement, là encore, un événement du passé, mais une histoire qui se crée aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment une découverte, peut-être pas une découverte, mais en tout cas une conviction qui s'est amplifiée pour moi depuis que je suis archiviste. Quand on m'a demandé d'être archiviste, je me représentais vraiment comme celle qui allait devoir faire goûter, partager l'expérience d'un temps de la congrégation qui se situe en gros entre 1839, fondation, et 1950, moment où on a commencé à envisager les choses de manière plus moderne. Et plus ça va, plus je me rends compte que l'histoire, elle a commencé avant 1839, avec la naissance de la fondatrice, pas avec sa fondation, et elle continue jusqu'à avant-hier, hein, parce que cette histoire-là, et ce qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus qui a amené jusqu'au temps moderne, et dont chacun est responsable. Et ce que sont nos réseaux, ce que sont nos établissements, c'est le résultat d'une histoire qui va jusqu'à aujourd'hui. Pour ma part, je suis toujours mal à l'aise parfois quand ça arrive moins maintenant que je ne suis plus dans la tutelle, mais on m'appelait parfois pour expliquer comment on fonctionnait dans la tutelle Assomption France, comment marchait notre centre de formation, comment marchait notre tutelle, quelles étaient les instances, etc. Et j'étais toujours mal à l'aise parce que je disais toujours, mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est le résultat d'une histoire. Et donc, ça ne peut pas être reproduisible à l'identique. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'identifier les étapes qui ont conduit à ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'il va falloir que vous identifiez les étapes qui ont conduit à ce qu'est votre réseau aujourd'hui. Et en identifiant ces étapes-là, vous allez mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui et quel est le nouveau défi qui s'offre à vous. Et je me suis rendu compte petit à petit, et dans la tutelle et maintenant comme archiviste de manière très claire, que plus on va raconter l'histoire, jusqu'à avant-hier ou jusqu'à hier, plus on va comprendre ce qu'on est aujourd'hui.
Et donc, l'histoire, comme le dit Sesboué, n'est vraiment nôtre que si nous en devenons un agent. Parce que considérer l'histoire de cette manière, ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais l'histoire. Elle devient ma propre tâche. Et ça, c'est quand on prend conscience de ça, c'est une grande responsabilité. Non pas qu'il y ait une orgueillie, ça doit nous rendre au contraire très humbles. C'est-à-dire que la manière dont on va orienter l'histoire va marquer le réseau. Et c'est vrai de toute personne qui travaille aujourd'hui, qui est missionnée dans le réseau. Et donc, dans cette vision-là, l'événement fondateur qui a constitué l'histoire, dans la citation « le peuple de l'Église », il va servir à se reprendre, à vérifier sa ligne de marche, dans un cas de crise, dans un temps d'usure, parce que les conditions ont changé. La référence à cet événement fondateur, c'est comme la référence à un point de discernement. Et c'est dans cet événement fondateur, peut-être que je vais trouver la petite clé qui va me permettre de regarder l'aujourd'hui de manière différente. On y reviendra cet après-midi quand on parlera plus précisément de la manière dont les fondateurs ont fait du neuf, ont, dit-on, innové. Et puis, cette vision-là, forcément, et ça va être le temps de travail qui va suivre, elle fait allusion à la question de la source et à la question des sources. Alors, la source, c'est bien une image pour parler du charisme, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi la question des sources, c'est-à-dire ce charisme, où est-ce que je vais le trouver concrètement? L'expression de ce charisme, où est-ce que je vais le trouver concrètement? Alors, je vous lis juste un extrait d'un texte qu'on a écrit à Manille en 2018 au cours d'un rassemblement d'éducation internationale qui avait pour but de reformuler pour aujourd'hui les orientations de l'éducation à l'Assomption. Nous étions 60, 70, Anthony, qui est parmi nous, était là aussi, et le groupe avait souhaité, entre autres, exprimer cette conviction. Revenir aux sources, c'est s'abreuver au puits de la vie. Recevoir à chaque fois que nous le faisons une nouvelle lumière, un nouveau souffle. Nous sommes capables de donner à nos racines une vigueur nouvelle lorsque nous acceptons humblement de chercher notre nourriture dans les textes fondateurs et les expériences fondatrices. À partir de ces sources, nous recevons un regard nouveau sur la réalité. Et nous devenons capables de participer à la construction du présent et du futur. Nous faisons mémoire de ces grands projets qui commencent dans la petitesse et la pauvreté. Le nécessaire aller-retour entre les sources et l'aujourd'hui requiert l'étude, la lecture, l'écriture, personnellement et en communauté, afin de pouvoir créer, innover en fidélité à nos origines. Nous sommes une communauté en recherche, une communauté à laquelle Dieu n'a pas encore dit le dernier mot de son amour et de sa création. Revenir aux sources, c'est cultiver en nous la fierté d'un charisme qui est actuel, comme un trésor qui ne nous appartient pas, mais qui a été déposé en nos mains et dont nous sommes tous responsables. Voilà, alors là encore, il faudrait longtemps reprendre chaque mot, ce texte-là a été écrit avant qu'on invente le titre de la session d'aujourd'hui. C'est intéressant qu'on ait fait apparaître la question de l'innovation et de la création, parce que c'était pas un texte écrit pour la session d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ça met en valeur, outre des convictions que nous partageons, j'imagine, le nécessaire aller-retour entre les sources et l'aujourd'hui, qui requiert l'étude, la lecture, l'écriture, personnellement, en communauté. On pourrait rajouter humblement. En fait, je me rends compte, c'était vraiment déjà une conviction quand j'étais dans la tutelle, mais alors maintenant, ça devient une triple, quadruple conviction, qu'on ne met pas assez les gens en lien au contact direct avec les sources. On en parlera demain quand on parlera de communication. Et je vous raconterai des petites expériences que j'ai faites personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une fâcheuse tendance, selon moi, à vouloir reformuler les choses pour qu'elles soient audibles. Et à force de les reformuler,
on en perd l'originalité. Et alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas renouveler, hein, vous m'entendez bien, c'est évident, reformuler pour certains contextes en plus. Mais par contre, ce qu'on ne peut jamais lâcher, c'est de faire personnellement et ensemble le travail de l'étude, de l'écriture, de la lecture, de l'approfondissement. C'est exactement comme avec l'Évangile. Je me souviens d'un chef d'établissement du réseau Assomption France. Non, ce n'était pas un chef d'établissement, c'était un responsable d'œuvre, mais pas d'un établissement scolaire, avec qui on voulait faire ce travail de retour aux sources, et qui un jour m'a dit « Ah non, mais tu sais, moi, en fait, le charisme de l'Assomption, je le connais bien parce que je suis allée déjà, j'ai été invitée 2 fois à un chapitre provincial. » Et ça m'avait fait sourire et je lui avais dit « Tu sais, en fait, moi, ça fait 7 ans que je suis directrice du centre de formation charisme et gestes professionnels de la tutelle. J'ai l'impression de toujours redécouvrir le charisme et de devoir le travailler toujours. Et ça fait 25 ans que je vais aux chapitres provinciaux et je n'ai pas pour autant le sentiment que je connais et que je peux à moi seule résumer le charisme de l'Assomption. » Voilà, pour vous dire que dès lors qu'on se considère comme celui qui connaît mieux ou qui connaît beaucoup de choses, on perd une occasion de se réveiller dans cette conscience qu'on doit étudier, qu'on doit travailler, qu'on doit revenir. Et cette conscience, on doit l'avoir très forte et on doit la réveiller très fortement chez les autres. Alors, la question reste de, finalement, quand je pense source, je pense à quoi? C'est quoi les sources? C'est les textes des fondateurs, c'est des histoires de fondation, c'est des photos. Alors, on va prendre encore, comme tout à l'heure, 2 minutes. Cette fois-ci, je ne vais pas vous donner la parole parce que vous verrez qu'il y aura une autre manière de le faire après la pause. On va encore prendre 1 ou 2 minutes pour que chacun se dise, quand je pense dans ma situation aux sources, au pluriel, du charisme, c'est-à-dire aux documents concrets, aux choses concrètes auxquelles je peux puiser pour être en contact avec les sources, qu'est-ce qui me vient à l'idée? Vous pouvez le noter sur votre feuille parce qu'après, on verra si à la fin de la matinée, votre liste s'est enrichie. Hein. Mais spontanément, quelles sont les sources auxquelles j'ai accès aujourd'hui? Il y en a peut-être que je connais, enfin, dont je sais qu'elles existent et auxquelles je n'ai pas accès. Vous pouvez les mettre aussi. Hein. Alors, on y reviendra à cette question. Je vais vous donner pour ma part quelques éléments auxquels j'ai pensé. Il y en a bien d'autres. Hein. Et je reviendrai aussi demain, je crois que c'est demain, quand on parlera de communication, je reviendrai aussi sur la manière d'utiliser ces éléments-là. Mais ça peut être des récits de vie, d'expérience, qui sont soit des récits écrits, soit des récits qui se sont transmis oralement. Ça peut être des conférences, des instructions, des textes officiels de la congrégation. Le fondateur, nous, par exemple, on a ce qu'on appelle des chapitres de la fondatrice, c'est-à-dire des instructions qu'elle donnait chaque semaine aux sœurs. Ça peut être des lettres. Hein. Ça peut être des documents de travail, par exemple le texte de Manille dont je vous parlais tout à l'heure pour nous, hein, ou des textes qui ont été écrits à un moment dans le cadre d'une session, d'un congrès, d'une réunion. Ça peut être, quand je dis documents de travail, des documents de travail du fondateur. Est-ce que vous avez, je sais que chez les jésuites, il me semble que j'ai vu l'autre jour un reportage d'archives qui montrait que ça existait aussi, et chez nous ça existe, les premières constitutions à noter,
corriger, parce que ça dit quelque chose. Hein. Qu'est-ce que le fondateur a rayé sur les premières constitutions pour mettre autre chose à la place? C'est un grand choix, ça, hein, sur ses priorités. Est-ce que vous pouvez faire un pèlerinage sur les pas de vos fondateurs? Et où? Est-ce qu'il y a des documents qui expriment les crises ou les moments de transformation de la congrégation? Alors pour ma part, plus je suis archiviste et plus j'adore parler des crises. Parce que les crises, ça dit toujours quelque chose des choix qui ont été faits. Et puis en plus, ça rend nos prédécesseurs très proches, parce que tout d'un coup, on se découvre qu'ils sont humains. Parce que dans certaines crises, on ne peut pas défendre leur point de vue jusqu'au bout. Hein. Il faut reconnaître certaines ambiguïtés ou certaines erreurs. Et donc, voilà, comment les crises nous parlent des choix qui ont été faits et nous disent des transformations qui impactent aujourd'hui. Les éléments d'histoire récente, j'imagine que dans 20 ans, dans 10 ans, ce que nous vivons aujourd'hui du Covid va impacter ce que seront nos congrégations. En tout cas, pour ma part, dans la mission qui est la mienne, je sais déjà que ma mission ne sera plus la même dans 2 ans à partir de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on a mis en place des systèmes de travail dont on sait déjà qu'on va les poursuivre d'une certaine manière, pas complètement, parce qu'évidemment, ça ne va pas remplacer tout, mais il y a des choses qu'on a inventées dans ce contexte et on se dit, mais ça, on ne va pas le perdre. On veut continuer à le faire. Et donc, l'histoire récente est aussi une histoire intéressante. Les conflits. Et puis, est-ce qu'il y a un fil rouge de l'histoire de ma congrégation quand je le lis, quand je regarde? Qu'est-ce qui a été permanent? Qu'est-ce qui, au contraire, est apparu à certains moments? Bien sûr, quelles sont les expressions clés? Et là, alors, vraiment, avec cette attention dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire, les expressions clés, elles ne sont pas faites pour être transformées trop vite. Ce qui va être intéressant, c'est l'explication qu'on en donne aujourd'hui. Mais l'expression elle-même, parfois, c'est intéressant de la garder telle qu'elle, parce qu'elle a une certaine force. Je pense, si je ne me trompe pas, à l'Institut de Saint-Joseph, aux congrégations de Saint-Joseph, qui avait comme mot-clé quelque chose comme l'anéantissement ou l'enfouissement. Je crois que c'était l'anéantissement. Alors évidemment, ça fait peur quand on parle d'anéantissement, quand on prend le mot comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est l'explication qu'on en donne. Parce que c'est une idée très importante, cette idée de retrait, d'oubli de soi, d'humilité, de passer par la pauvreté. Et donc, la question, ce n'est pas de dire, l'anéantissement, c'est un mot, c'est sûr, qui nous attire spontanément moins que, je sais pas, la joie, mais en même temps, en termes d'expérience spirituelle, elle est tout aussi importante. Le récit de fondation, de maison ou d'œuvre est aussi très intéressant. Je vous en parlerai aussi, je vous donnerai quelques exemples aussi demain d'expérience dans ce sens-là. Comment revenir à mon récit de fondation est intéressant. Et alors, ça, je trouve que c'est très important, surtout pour des réseaux, parce que le petit exercice qui précédait et sur lequel on va revenir, vous a fait peut-être prendre conscience que vous avez peu de sources spontanément. Pour certains d'entre vous. D'autres, au contraire, vont dire on a trop de sources. Et parfois, on en a beaucoup. Mais quand on a peu de sources, revenir au récit de fondation est très intéressant. Quelle est l'histoire des lieux dans lesquels on est? Et comment l'histoire nous livre quelque chose d'important? C'est une question, par exemple, qui se pose beaucoup quand je travaille avec des tutelles diocésaines, qui n'ont pas la même référence au charisme que nous. L'histoire de l'établissement, elle dit quelque chose aussi de ce qu'est l'établissement. Et puis, il y a quelque chose qui n'apparaît pas, mais dont je vous parlerai demain, qui sont les objets, les photos. Moi, par exemple, là, j'ai fait une conférence la semaine dernière où je montrais des microscopes des premiers cours utilisés par les sœurs dans les premiers cours, qu'on a encore ici. C'est tout bête, mais un microscope, ça parle tout de suite, ça dit tout de suite que des sœurs de l'Assomption au 19e enseignaient les sciences à des jeunes filles, ce qui n'était pas si habituel à l'époque.
Et ben pour certains, voir le microscope, ça parle beaucoup plus que de faire le grand discours sur l'enseignement des sciences à cette époque. Et donc, voilà, il y a plein d'objets qui sont très parlants. Et tout ce retour aux sources, ça va me permettre de formuler la spiritualité, la théologie, les valeurs qui sont derrière. J'y reviendrai aussi beaucoup, hein, c'est pour ça que je ne développe pas, parce que c'est vraiment un propos introductif, là. Ça va me permettre d'actualiser la réflexion sur l'éducation. Si ma congrégation, dès les origines, était attentive aux périphéries, aux petits, aux pauvres, quelles sont les périphéries et les pauvres d'aujourd'hui? Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et en faisant ça, je vais me réapproprier l'histoire. Parfois même, en la relisant, je vais la comprendre différemment. Ce matin, j'avais une conversation avec une sœur qui est d'une autre génération, qui a la génération précédant la mienne. Et on parlait avec une sœur qui est de la génération suivant la mienne. Et en fait, cette sœur-là disait, mais en fait, moi, quand j'ai commencé dans la congrégation, l'histoire qu'on racontait n'était pas tout à fait la même. Non pas qu'on a changé les faits, mais c'était une époque où on était plutôt encore dans un récit un peu enjolivé, hein, dans un récit qui atténuait les sujets fâcheux, alors qu'aujourd'hui, on est dans un récit d'histoire beaucoup plus fidèle à la réalité, du coup, qui écorne davantage les personnalités. Hein. Mais en même temps, du coup, ça nous fait découvrir d'autres choses de l'histoire. Et alors, évidemment, dans le contexte ecclésial actuel, cette relecture de l'histoire, elle en prend un sacré coup aussi, hein, pour certaines de nos congrégations. Et je vais être amenée à intérioriser ce que je travaille pour éclairer ma propre histoire. Et on va voir que ça, c'est bien un des grands enjeux. Comment? Parce que je suis déléguée de tutelle, parce que je suis autorité de tutelle, parce que je suis religieuse dans une congrégation ou laïque associée à une congrégation, ce charisme-là, il doit éclairer ma propre histoire et guider mes propres choix. Les choix que je vais faire dans ce contexte, ce ne sont pas mes choix personnels au nom de mes convictions personnelles uniquement. Ce sont mes convictions éclairées par un charisme que je sers. Ça, c'est sacrément exigeant. Et rassurez-vous, c'est aussi exigeant pour les sœurs que pour les laïcs, hein, même si on a fait vœu d'obéissance. Laisser mes propres idées pour entrer dans des choix qui sont hérités de l'histoire ou qui sont hérités d'une congrégation, c'est très fort. Voilà, alors, hein, les attitudes importantes, je les ai déjà soulignées, hein, ça va être travailler en permanence, relire pour reconnaître, accepter la transformation personnelle, entrer dans un travail de transformation permanent. Et puis ça va être aussi rencontrer d'autres qui vont me permettre de lire différemment l'histoire aussi, ou qui vont la lire eux aussi avec leur propre lumière, intérioriser, je l'ai déjà dit, accepter la dépossession. Alors ça, on en reparlera demain dans la pédagogie du désir, hein, mais voilà. Est-ce que comme délégué de tutelle, autorité de tutelle, religieuse d'une congrégation ou laïque, je possède le charisme, ou est-ce que j'accepte de l'intérioriser pour m'en déposséder et laisser d'autres créer? Ça doit être un effet de la sagesse, mais ça, je trouve que plus les années passent et plus c'est difficile. Voilà. Alors, juste cette petite réflexion dans ce sens-là, hein, de Marie-Goïque Lénard. Hein. Transmettre, c'est accepter que ce que je transmets devienne autre en celui à qui je le transmets.
Je vous mettrai le montage dont vous aurez d'autres citations si vous voulez travailler personnellement ce thème-là. Mais accepter que ce que je transmets devienne autre en celui à qui je le transmets. La transmission reste un choix offert à celui qui reçoit. Fonder, c'est autoriser des continuateurs. Et si je me considère comme un fondateur aujourd'hui parce que je construis l'histoire d'aujourd'hui, alors je dois autoriser des continuateurs. Je vais m'arrêter là, parce qu'on a encore 2 jours, donc il faut qu'il me reste des choses à dire dans les jours qui viennent. Je vous propose de faire 10 petites minutes de pause. Ça nous permettra de laisser descendre le propos et de nous retrouver à 10h20, si ça vous convient, si ça convient à notre chef. Très bien, Véronique. Peut-être 10h20, 11h20, si tu n'y vois pas d'inconvénient. 11h20. Voilà, 10 minutes pour se faire chauffer un petit café, se dégourdir un peu les jambes, et puis on se retrouve à 11h20 ensemble autour de Véronique. À tout de suite. Bon. Je vais chercher un petit café aussi. Oui, à tout de suite.
Jean-Jacques? Oui. Je ne sais pas pourquoi dans le Padlet, il y a déjà le PowerPoint de cet après-midi ou de je ne sais pas quand, mais il y a pas. J'ai essayé de mettre celui de ce matin et j'arrive pas. Alors, je n'ai pas dû partager le Padlet pour que tu puisses déposer. Il y a un PowerPoint qui est arrivé qui n'est pas celui que j'ai déjà fait. Je sais pas Alors, pourquoi. si, c'est moi qui l'ai mis, celui-là. Je pensais que… Non, c'est celui de cet après-midi. Ok. Tu veux que je l'enlève directement? Bah, tant qu'à faire pour pas qu'il se mélange tout. Mais c'est vrai que si tu peux me donner l'autorisation, comme ça je les mets à mesure. Et comme je les mets en PDF comme ça. Ok, j'ouvre ça tout de suite. Véronique, sans parler strictement de formation, je trouve que tout ce que tu dis là sur l'accès direct aux sources, hein, Oui. sans paraphrase ni commentaire, ni je sais pas quoi, ça remet en cause pas mal de journées d'animation que je vois dans certains réseaux. Ah, c'est sûr. Hein, où finalement dit, voilà ce que disait notre fondatrice, voilà ce qu'elle a écrit, mais donnons accès direct aux choses, hein, au lieu C'est tout à de… fait ça. Ouais. Même dans une simple journée d'animation. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. C'est ce qu'on fera cet après-midi. Qui va être aussi intéressant dans la complémentarité là. Voilà, tu peux ajouter normalement Véronique. Alors attends, j'essaie. Hop. Alors pourquoi entre-temps vous êtes devenu tout petit? Hop. Voilà. Ouais, ça marche. Alors, où est-ce qu'ils sont? Comment ça marche? Pourquoi il ne veut pas me… On m'a dit qu'il aura fini en rien de temps, mais enfin, il est un peu long. Pardon, excuse-moi, Véronique. Il me dit qu'il aura fini en rien de temps, mais il est un peu long. Ça doit être ma connexion. Oui, ou ça peut être le poids. Oui, c'est ça. Comme j'ai passé en PDF, c'est un peu moins lourd, mais bon, on va voir. Sinon, je les mettrai quand ils seront en petit groupe. Encore 1 ou 2 minutes, on va redémarrer à 25, tout le monde n'étant pas encore tout à fait là. Ouais. On va adapter le… Oui, j'en profite pour une petite annonce personnelle à destination de Guillaume.
je réponds à un message qu'il m'a adressé il y a quelques jours et auquel je n'ai pas encore répondu pour dire que oui, j'acceptais bien volontiers de voir un petit peu comment est-ce qu'il avait pu travailler la question avec les stagiaires en formation là, sur voilà, les différents échanges que l'on a eus. Ce serait bien volontiers. Avec plaisir. Au téléphone? Au téléphone, oui, oui, très bien. Ou en visio? Ou en visio, quand en soirée ou vendredi en soirée, ça serait envisageable de mon côté. Si de ton côté c'est possible, ça serait super. Ouais, bon, on trouvera un moment, ouais. Avec plaisir. Merci Guillaume. Voilà, j'invite les derniers à nous rejoindre. Je précise à Véronique que Sœur Madeleine est à la Guadeloupe, donc il est normalement aux alentours de 4-5 heures du matin là. Voilà. Hop, ben, je propose qu'on redémarre, ce qui fera venir les 2-3 derniers qui manquent encore à l'appel ou qui n'ont pas remis leur caméra. Voilà, Véronique, si tu veux bien. Merci. Donc, la proposition, juste pour qu'on ait une idée, c'est que, avant de poursuivre, vous écriviez dans le chat, comme ça nous permet de le garder aussi en ligne, toutes les idées de sources qui vous sont venues pour votre réseau. Quels sont les types de sources qui sont à votre disposition? Donc, n'hésitez pas à aller écrire dans le chat en faisant bien attention que ce soit pour tout le monde et pas pour une personne en particulier. Ce qui vous est venu là tout de suite. Peut-être que ça va nous faire découvrir des choses. On va défiler les choses. Je pense que maintenant qu'on est habitué à Zoom, tout le monde est habitué. C'est où est le chat? Non. Alors, tout en bas, en bas de l'écran, tout en bas, il y a le petit micro où vous mettez sur muet quand vous devez couper ou mettre votre micro. Vous continuez sur cette ligne-là vers la droite. Vous avez la vidéo. Et puis encore un peu plus à droite, presque au milieu, vous avez une petite bulle de dialogue qui s'appelle Converser. Et vous cliquez sur ce Converser, ça va vous ouvrir une fenêtre avec une possibilité d'écrire un message comme sur un message. Et donc, vous écrivez à tout le monde, vous saisissez votre message, vous appuyez sur Envoi et ça part. Ça va? Ceux qui avaient dit non ont trouvé? Je vois passer les bâtiments, effectivement. Hein, parfois, l'architecture dit quelque chose. Les témoignages aussi, hein, j'ai peu insisté sur cet aspect-là, effectivement. Les règles de vie. Les maximes.
des photos, des vidéos, des témoins directs. Il y a aussi, bon, si on était sur... c'est intéressant de voir la différence de posture suivant les différents documents. Hein. Ce n'est pas la même chose. Un chapitre d'un fondateur ou des notes prises par les premières sœurs ou les premiers frères sur le fondateur ou des notes de conversation. On n'est pas du tout dans le même type d'exercice et donc parfois pas du tout dans le même type de formulation. Il y a aussi des textes qui sont plus proches du concret parce qu'ils sont dans des contextes plus concrets aussi. Alors après, on touche à des formes différentes hein, sur les biographies. La forme BD, la forme vidéo, la forme biographie écrite, éditée. Les discussions avec les religieuses, hein, ça c'est très intéressant aussi. Alors, celles d'origine et puis aujourd'hui aussi. Hein, comment est-ce qu'on parle? On raconte des histoires, des petites histoires, mais qui disent beaucoup de la grande histoire. Le vécu au sein des établissements, effectivement. Alors, vous pourrez continuer pendant que je parle à le remplir. Hein. Ça nous donne une petite idée déjà. Et ce que je voulais vous faire percevoir dans cette première partie, c'était la question de la diversité des sources. Vous voyez que peut-être, je ne sais pas quels sont les mots que vous avez inscrits sur votre feuille à la première fois où je vous ai posé la question. Si vous comparez les deux listes, si la liste s'est enrichie, et je suis sûre que si on faisait l'exercice demain soir, elle serait encore enrichie. C'est-à-dire, en fait, au final, tout est source. C'est-à-dire, dès que quelque chose, que ce soit un texte ou un objet ou une histoire, nous parle de la vie, c'est une forme de source. Et ce qui va être intéressant, c'est de dire, suivant le type de source, eh bien, je vais l'utiliser différemment, bien sûr. Hein. Il y a des sources qui sont plus officielles que d'autres, mais en tout cas, toutes peuvent servir de source. Et parfois, il vaut mieux raconter une histoire très concrète de la vie quotidienne que de faire un discours philosophique, ça parle plus au public qu'on rejoint. Michel me disait en aparté à la pause, et je le mets en évidence, que ce que j'avais dit, interroger nos journées d'animation, la manière dont on intervient, certes dans une formation, ça c'est sûr, mais aussi comme délégué de tutelle au cours d'une réunion. Ou, voilà, à quel moment j'amène ces sources et comment je mets les gens en contact direct avec les sources. Pour ma part, je me souviens d'une expérience assez émerveillée. Au moment où je démarrais dans la tutelle, ça devait être ma première année, donc ces questions-là étaient assez nouvelles pour moi. J'étais allée au Mexique pour visiter les établissements scolaires de l'Assomption et j'ai été frappée de voir comment dans ce pays-là, sœurs et laïcs en responsabilité étaient capables, au début de chaque réunion, quelle que soit la réunion, que ce soit type conseil d'administration, que ce soit type conseil de direction, que ce soit avec les élèves, que ce soit un cours, que ce soit tous les types de réunions, la personne qui était chargée d'animer la réunion, à un moment ou à un autre, amenait une source, amenait un document source. C'était pas quelque chose de lourd, c'était pas une conférence, mais ça passait par une image d'un PowerPoint, ça passait par l'allusion à une citation de la fondatrice, ça passait par la présentation d'un document, par une petite question à partir d'une réflexion, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'était comme un mot d'ordre
il n'y avait pas une réunion dans le cadre des établissements scolaires sans référence à cette source, même un clin d'œil. Et du coup, ça, comme ça devait être léger aussi, que c'était pas, ça obligeait aussi à varier les sources qu'on utilisait. Ça ne pouvait pas être toujours un grand texte, un long texte. Donc voilà, comment est-ce que par des petits clins d'œil, on amène les gens à avoir envie de connaître ces sources? Alors, ce que je vous propose pour la deuxième partie de la matinée, c'est un travail qui va être d'abord un travail sur votre propre réseau. Donc, pour ceux qui sont tout seuls de leur réseau, ça va être d'abord un travail personnel. Pour les autres, ça va être un travail à deux, si vous êtes plusieurs de votre réseau. Un travail par réseau qui peut se prolonger par un temps de partage. Après, je laisserai la parole à Jean-Jacques pour qu'il propose l'organisation. Un temps de partage entre réseaux pour voir ce qu'on a tiré de cet exercice. Alors, je vais vous partager mon écran, juste pour vous donner les consignes pour le temps de travail. Quand mon écran voudra bien me partager mon PowerPoint. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc, le travail maintenant, ça va être d'expérimenter ces sources que vous avez nommées, que vous avez identifiées. Entre parenthèses, si vous vous êtes rendu compte que vous en identifiez très peu, c'est une belle interpellation pour votre réseau, la congrégation avec laquelle vous travaillez, l'autorité de tutelle ou l'archiviste de la congrégation. Hein, voilà. Il y a 3 cas de figure en gros. Hein. Il y a des réseaux qui peuvent avoir peu de sources, objectivement. Du coup, ça va être, la question, ça va être comment en générer un peu plus, puisqu'on en a un peu à l'origine. Mais il peut aussi y avoir des réseaux qui ont des sources et qui ont un grand accès aux sources, et puis des réseaux qui ont des sources, mais qui ont peu d'accès aux sources. Et donc, c'est une belle question de réveil de nos congrégations, hein, d'interpeller en disant, mais comment est-ce que cet accès aux sources, on y travaille? Et c'est une préoccupation, parce que c'est une préoccupation d'avenir aussi. Alors, c'est de voir la source comme un chemin cohérent. Hein, comment ce retour aux sources va vous permettre d'écrire un projet pour aujourd'hui. Dans les sources auxquelles vous avez eu accès jusqu'aujourd'hui, quelle vision de la personne, du monde, de l'éducateur est développée? Qu'est-ce qui est dit de la vie spirituelle du fondateur, de son ancrage, de son expérience spirituelle? Ça pourrait être aussi de son expérience du monde. Hein. Quelles sont les valeurs fondamentales qu'on trouve à travers ces sources? Je vais vous parler pour l'enfouissement, pour nous l'Assomption, il y a cette valeur d'incarnation qui est une valeur théologique, mais ça peut être le discernement pour d'autres. Hein. Le INSIEM du réseau de Mérici, hein, ensemble. Et quelles sont les postures à privilégier quand on lit ces sources? Alors, vous allez d'abord faire un temps où vous allez vous poser ces questions-là personnellement, on peut peut-être dire jusqu'à midi, hein, parce que ça demande un peu de temps quand même, il faut un peu faire mémoire, vous n'allez pas aller jusqu'au bout aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est un prétexte pour commencer ce travail. Hein. Mais déjà, quels éléments vous pourriez déjà poser là hein, en réponse? Alors, ceux qui le souhaitent hein, peuvent faire le temps complètement personnel jusqu'à midi 15. Travailler personnellement vraiment 45 minutes. Ceux qui le souhaitent peuvent faire, mettons, un travail personnel jusqu'à midi et puis se retrouver un quart d'heure avec un autre réseau juste pour se dire qu'est-ce que ça nous a apporté ce travail-là. Hein, comment, on ne l'aura pas fini, mais qu'est-ce que ça nous donne envie comment ça nous donne envie d'avancer sur ces questions-là. Je vais arrêter de partager. Je pense que vous avez noté les questions. Ça va?
Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, peut-être que ceux qui souhaitent à midi se retrouver avec d'autres, le signal à Jean-Jacques, c'est ça? Alors, tout à fait, c'est ce que j'allais proposer. Vous retrouverez la diapo en question sur le Padlet en tout début de la journée actuelle. Je vais le poster dans quelques instants. Et puis ceux qui souhaitent à midi pouvoir se retrouver soit avec une autre personne de leur réseau, soit dialoguer avec un autre réseau, eh bien, me le signale simplement dans la conversation. Et je créerai les groupes en fonction de ceux qui auront manifesté ce désir. Donc, merci de le faire dans les prochaines minutes, ou alors, en tout cas, avant midi. Voilà, ou pour vous retrouver entre membres d'un même réseau, merci de l'indiquer en précisant également l'identité de l'autre personne, ma mémoire pouvant